Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça fait plusieurs fois que vous me dites, on n'en peut plus de voir ton studio, on veut te voir à l'extérieur. Eh bien, il y a un peu de vent, mais on est à l'extérieur. Nous sommes aujourd'hui à Fécamp, ma ville natale, qui est juste derrière moi, et on va faire un petit tuto photo. Si vous avez demandé au Père Noël un appareil photo bridge ou réflexe et que vous ne savez pas vous en servir, cette vidéo est faite pour vous. Allez, on y va, on va commencer par la balance des blancs. Et puis juste avant, abonnez-vous, profitez-en pour la peine parce que j'ai vraiment mal aux mains. Et ça me ferait vraiment plaisir. On est déjà 25 000 abonnés, soit plus de gens qu'à Fécamp. Alors là, aujourd'hui, vous le voyez, il y a un petit peu de soleil, mais l'image, je la trouve un petit peu terne. Je vais changer la balance des blancs pour donner à cette image un peu plus de chaleur, un peu plus de couleur orange, si je puis dire. La température de couleur est comptée en Kelvin, c'est ça, c'est marqué un petit K. Et si on bouge, regardez, je vais faire une photo, elle va être très chaude. Et je vais baisser les Kelvin et vous allez voir qu'elle va être tout de suite beaucoup plus bleue. On y va. Magnifique, non ? Plus le nombre de la balance est grand en Kelvin, plus l'image sera chaude. Plus la balance est petite, le nombre K étant le plus petit, plus l'image sera bleue. Toute froide, un peu comme mon nez et mes doigts, je ne sens plus rien. Quand je vais sur des tournages en vidéo, j'utilise souvent une feuille blanche pour savoir où est le blanc. Est-ce que je suis plutôt dans les côtés orangés ou dans les côtés bleus? Moi, ça va avoir un peu de vent. Hein. Après vous avoir parlé, tout simplement de balance des blancs, j'aimerais bien vous parler de lumière. L'exposition, on dit en photo, et c'est maintenant. Pour faire une belle photo, il faut qu'un minimum de lumière rentre à l'intérieur du capteur de l'appareil. Le capteur, c'est le petit truc qui va recevoir la lumière au fond de l'appareil. S'il y a trop de lumière, l'image va être surexposée. S'il n'y a pas assez de lumière, l'image sera sous-exposée, très sombre. On appelle ça l'exposition d'une photo et 3 paramètres rentrent en ligne de compte, l'ISO, l'ouverture et la vitesse. On commence par les ISO. La sensibilité ISO va définir comment l'appareil va être sensible à la lumière. Ainsi, quand je mets des lunettes de soleil, mes yeux, mon capteur si je puis dire, est moins sensible à la lumière. Sur votre appareil, si vous laissez tout en automatique, c'est votre appareil qui va déterminer combien de lumière il va accepter. Franchement, je préfère le faire de manière manuelle. Cette photo que j'ai prise d'un phare à Fécamp a été prise à 100 ISO, où l'on ne voit presque rien. Le soleil est masqué et la luminosité, finalement, est assez faible. Si on la met à 500 ISO, mon capteur est un peu plus sensible à la lumière et c'est le bon réglage à ce moment précis de la journée. Enfin, à 1500 ISO, clairement, c'est tout blanc, on ne distingue plus rien. Régler les ISO, c'est être maître de la luminosité que vous voulez laisser entrer dans votre appareil. Toujours pour parler d'exposition, on va parler du deuxième paramètre, la vitesse. Qu'est-ce qui fait froid ? Vous allez pouvoir gérer le temps qui se passe entre le moment où le capteur va s'ouvrir pour laisser rentrer la lumière et le moment où il va se fermer. Ça s'appelle l'obturation, et plus l'obturation est rapide, tac tac, moins il y aura de lumière qui sera rentrée à l'intérieur du capteur. Plus l'obturation est lente, tac tac, plus la lumière va avoir le temps de rentrer. Et là vous avez compris le souci, soit la lumière n'arrive pas à rentrer parce qu'on veut aller trop vite, et du coup il va falloir monter les ISO. Oui, je vous l'ai expliqué juste avant. Pour illustrer tout ça et la vitesse d'obturation, on va faire un exemple avec un objet qui va être en mouvement. En l'occurrence, moi, je vais sauter de ce petit muret. Je vais faire 2 photos. Une photo où je vais avoir une vitesse d'obturation extrêmement faible. Ça va à peine faire ceci. Vous verrez que ma photo sera nette. Je serai net et en mouvement. Et une photo où le temps sera bien plus long. Et vous verrez que je serai complètement flou. On y va ? J'ai donc mis le minimum de durée d'obturation et avec le peu de lumière que j'avais, je n'ai pas pu descendre au bas, hélas. J'ai monté mes ISO et voici le résultat. C'est pas ouf et j'ai quelques endroits où il y a encore un peu de flou. Plus tard, j'ai pris une photo avec une durée d'obturation d'une demi-seconde. C'est beaucoup plus long et là vous voyez la différence. Je suis complètement flou. Quand vous voulez filmer un sportif par exemple, et si vous avez assez de lumière, il vous faudra baisser la durée d'obturation pour prendre vraiment un seul instant. Au contraire, si vous augmentez la durée d'obturation, vous pourrez prendre par exemple des photos avec les phares de voiture dans la nuit. Ça,
c'est vraiment très joli. Allez, avant de complètement congeler, on va voir le troisième aspect de ce triangle de l'exposition, l'ouverture. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? J'y vais, hein, il pèle. L'ouverture, c'est le paramètre le plus simple selon moi. C'est situé devant le palais de la Bénédictine que je vais vous expliquer l'ouverture. L'ouverture du diaphragme, c'est pour vulgariser la taille du petit trou par lequel va rentrer la lumière. Plus ce diaphragme est grand, plus la lumière va pouvoir rentrer. Plus il est petit, moins la lumière pourra rentrer. Sur votre objectif, cela sera noté par exemple f2.8 ou 2,8, ce qui veut dire que la taille du diaphragme ne pourra pas être ouvert à un nombre plus petit que 2,8. Ah oui, plus le nombre est petit, sur mon objectif c'est 1 2.4 ou f4 si vous préférez, plus le diaphragme est ouvert, plus le nombre est grand, f22, plus le diaphragme est fermé. Et voilà, vous avez compris le triangle de l'exposition. Pour prendre une photo de paysage sans mouvement en plein été, eh bien on mettra les ISO très bas, une durée d'obturation faible aussi, et on pourra avoir aussi une ouverture toute petite. Forcément, il y a plein de lumière. Avec tout ça, je suis en train de me dire que je ne vous ai pas parlé de la profondeur de champ. Tiens, viens, approche-toi. La profondeur de champ, c'est comment va être vu ce qui est derrière moi, en profondeur du champ. S'il est net, eh bien on n'aura pas beaucoup de profondeur de champ. En revanche, si c'est flou, ça peut donner un petit cachet à vos photos et à vos vidéos. Et c'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Regardez derrière moi, c'est ça la profondeur de champ. Vous voyez que bien ce bâtiment de la Bénédictine est complètement flou alors que moi je suis net. Là, ça donne tout de suite un cachet qui envoie du lourd. Petit conseil d'amis, et notamment pour les photos de repas de Noël, je vais vous apprendre en quelques secondes comment refaire cet effet de profondeur de champ, ou comme le disent les Nippons, de bokeh. Pour créer ce flou que vous voyez derrière moi, on va jouer sur 3 éléments. Le premier, c'est l'ouverture, le deuxième, c'est la focale, et le troisième, c'est votre distance entre la caméra et moi-même. Pour l'ouverture, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que f2.8, f4, c'était un petit chiffre. Et bien, plus ce chiffre va être petit, plus il y aura de bokeh, de flou derrière moi. Le deuxième aspect, c'est la focale. Plus vous allez zoomer, plus vous allez créer de flou. Est-ce que tu peux dézoomer, s'il te plaît? Tu sais faire ça? Là, vous voyez qu'on a reculé et tout de suite, c'est beaucoup moins flou. Tu peux rezoomer du coup. Mon objectif est un 16-80 et là, forcément, quand tout à l'heure on était à 16, eh bien, il n'y avait quasiment pas de flou d'arrière-plan. Là, on a carrément zoomé sur ma tronche. Et là, le flou est revenu et c'est tout de suite beaucoup plus beau. Troisième aspect, vous allez me dire, il en manque un. Eh bien, le troisième aspect, c'est la distance par rapport à l'objectif, par rapport à l'appareil, au photographe. Là, je suis environ à 1 mètre. Voilà pourquoi j'ai un beau flou d'arrière-plan. Mais vous allez voir que si je me mets, et vous comprendrez, 2 mètres derrière moi, il y a beaucoup moins de flou. On va tester. Là, vous voyez que non seulement je suis très peu éclairé, forcément, et qu'en plus, il y a un flou qui est beaucoup moins beau. Je vais me rapprocher, vous allez voir, ça va être carrément plus sympa. En résumé, pour avoir ce magnifique flou d'arrière-plan, on zoome presque à fond ou à fond, on met un chiffre tout petit sur les F sur l'ouverture, donc on va ouvrir en grand, et on détache le sujet, c'est-à-dire moi, du flou, enfin de ce qu'on veut mettre en arrière-plan. Allez, on va désormais aller tester tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Salut, ça va? On va aller tester tout ce qu'on a appris aujourd'hui et je vais faire quelques photos ou vidéos dans le centre de Fécamp, un petit peu partout. Et puis on se retrouve juste après. Il y a un super bokeh, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. T'as fourronné? Oui. On est active. Attends, mais je crois que je suis en train de prendre une vidéo depuis tout à l'heure. Tu te fous de ma gueule? Non? C'est con quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Par contre, j'ai eu froid, j'ai les mains, ça ressemble à plus à rien, j'ai le nez qui coule, j'ai les lunettes plein d'embrun, je n'y vois plus rien. Merci à vous et comme chaque semaine, je vous dis salut, bande de noobs.
et à dimanche prochain. Attention, le sapin repasse clair. Toi, tu bouges pas, hein.